Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, émission spéciale consacrée à l'offensive israélo-américaine en Iran. Quelles vont être les conséquences de la mort du guide suprême Ali Khamenei? Les gardiens de la révolution promettent de se venger. Ils continuent de cibler Israël et les bases américaines dans les pays du Golfe. Jusqu'où ira l'escalade américaine dans la région? Va-t-on vers un Moyen-Orient remodelé? Quelles sont plus largement les conséquences de cette guerre pour le reste du monde? Pour répondre à cette question, Karim Émile Bittard, bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes libanais, merci d'être avec nous. Ronald Datto, bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po. Merci d'être avec nous. Et également en visio, Azad Ekian. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Cité, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Vous êtes iranienne. Merci à tous les trois d'être avec nous. D'abord, Azad Ekian, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la mort d'Ali Khamenei? Alors, le soulagement et une certaine joie parce que Ali Khamenei est quand même responsable d'une bonne partie des malheurs de mon pays natal. D'ailleurs, je ne suis pas seulement iranienne, mais franco-iranienne. Et également le massacre des populations contestataires. Le dernier en date, c'était au mois de janvier. Donc, c'était, si vous voulez, un soulagement. Beaucoup d'Iraniens aussi ont montré leur joie, alors même que ceux qui soutiennent ce régime ont pleuré aussi leur guide. Donc, pour vous dire à quel point l'Iran est bien sûr divisé et polarisé. Mais voilà, moi, personnellement, je n'ai pas été mécontente d'apprendre son décès, même si il était âgé, même s'il était malade et qu'il allait mourir tôt ou tard de sa propre mort. Vous l'avez dit, l'Iran est polarisé. Est-ce qu'on a une idée de la proportion des pros et des anti-régimes? Écoutez, visiblement, des anti-régimes constitueraient près de 80% de la population. Ça, c'est selon des sondages qui ont été effectués bien avant tout ça, après le mouvement Femmes et Libertés, où 80% de la population souhaitait le changement du régime. Mais il leur reste quand même une base de soutien pour des raisons à la fois idéologiques, religieuses, mais également, bien évidemment, des intérêts et économico-financier. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gardiens de la révolution, des forces armées, des milices et leurs familles qui sont susceptibles de continuer à soutenir le régime. Alors, on en sait un peu plus sur les coulisses de l'opération pour éliminer Ali Khamenei. Selon le New York Times, la CIA a appris qu'il devait participer à une réunion de haut niveau hier matin, ce qui a permis aux armées américaines et israéliennes de le cibler en plein jour. Karim Émile Bittard, le régime iranien a commis les mêmes erreurs que les dirigeants du Hezbollah au Liban? Absolument. Au lendemain de l'assassinat de Hassan Nasrallah, tout l'état-major du Hezbollah s'est réuni. Les services de renseignement israéliens ont tout de suite su où ils étaient et les ont éliminés en groupe. Donc on a le sentiment qu'il y a une incapacité, en partie liée au déni, en partie liée à l'idéologie, au dogmatisme, à tirer les conclusions pragmatiques de ce qui est en train de se passer dans la région depuis 3 ans. Mais cette incohérence, ce flou règne aussi côté américain. C'est ça le problème. Monsieur Trump aussi évolue de jour en jour. Il est passé de la logique America First il y a une semaine à une logique néoconservatrice avant-hier. Et aujourd'hui, on dit qu'il serait prêt à des négociations avec un nouveau leadership en Iran. Donc peut-être qu'il n'ira pas au bout de sa logique de changement de régime. On est un peu tous partagés. Moi, à titre individuel, comme Azad Ekian, je ressens un énorme soulagement parce que je viens d'une région qui a souffert des politiques de ce régime iranien. Mais comme professeur de relations internationales, quand on connaît l'historique des interventions occidentales au Moyen-Orient, on a rarement eu des happy endings, on a rarement eu des lendemains qui chantent, on a eu le plus souvent du chaos, de la fragmentation. Donc il faut avoir un certain espoir. Une page s'ouvre en Iran, mais vous avez bien fait de titrer cette émission « Un saut dans l'inconnu ». Ronald Datto, vous êtes d'accord avec cette analyse? Absolument. Moi, il y a deux opérations occidentales qui ont, je pense, créé plus de mal que de bien. C'est l'Irak en 2003 et la Libye en 2011.
Et j'espère que la même situation ne se reproduira pas en Iran. Les plus optimistes nous disent « Ah non, c'est pas possible, les Iraniens sont très unis ». J'ai une carte ici avec la diversité ethnique du pays. C'est vrai que c'est un pays qui est énorme, qui est beaucoup plus grand que l'Irak, par exemple. C'est l'inconnu. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Trump, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il est prêt à faire un deal, encore une fois, un peu à la vénézuélienne, c'est-à-dire maintenir en place une partie de l'ancien clergé, ceux qui sont un peu plus modérés, pour pouvoir mettre la main sur les richesses naturelles et finalement oublier un peu la population qui a beaucoup souffert. La même chose, c'est la même situation qui s'est produite au Venezuela. Donc, c'est ce qui m'inquiète. Azadekian, les frappes se poursuivent en Iran. Ces frappes, elles touchent le régime, mais aussi la population. Il y a une école qui a été touchée avec des petites filles qui ont été tuées. Tout à fait. Il y a pour l'instant au moins 200 et quelques personnes, selon la Croissant-Rouge iranien, qui ont été tuées, dont la quasi-totalité des enfants dans cette école. Il y a aussi un certain nombre d'autres civils qui ont perdu leur vie. Donc les bombardements continuent encore aujourd'hui à Téhéran, par exemple. Et bien évidemment, quand on cible un immeuble, il y a aussi des civils qui habitent dans ces immeubles-là, ou tout près, en tout cas. Donc, il ne faut pas oublier que, premièrement, jamais on n'est pas parvenu à changer un régime à travers des bombardements, étant donné que les Américains ne vont pas envoyer des troupes au sol, ils ne vont pas pouvoir parvenir à changer le régime. Et donc, on voit que ces frappes commencent effectivement à atteindre réellement aussi la population civile en Iran. D'autant que c'est contraire au droit international, mais personne ne respecte le droit international aujourd'hui, de toute façon. Il y a une transition sur place qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on peut remplacer Ali Khamenei ? On l'a déjà remplacé avec ce conseil constitué de 3 personnes, donc le président Pezeshkian, le chef du judiciaire et aussi un enturbané, d'ailleurs, dont le nom a émergé l'année dernière lorsqu'on parlait justement de la question de succession du guide. Donc c'est cette personne qui va représenter en fait le pouvoir clérical au sein de ce conseil. Je vous rappelle qu'au début de la Révolution, ce qui était prévu dans la constitution de ce régime, c'était non pas un seul guide, mais effectivement un conseil composé de 3 ou 4 personnes. Donc, Ayatollah Khamenei, avant même des frappes, n'oublions pas, avait donné, si vous voulez, ses pouvoirs à M. Ali Larijani pour ce qui concerne les grandes orientations du pays concernant justement le nucléaire, mais également les questions économiques et autres. Et c'est aujourd'hui donc Larijani qui, par ailleurs, est président du Conseil supérieur de la Sûreté nationale, qui a les pouvoirs politiques, si vous voulez, de M. Khamenei. Donc, en fait, tout a été prévu, mais malgré tout, parce qu'ils ont l'expérience du mois de juin, lorsque leur commandant en chef aussi avait été tué. Oui, il s'était préparé. On a entendu le président du Parlement qui disait qu'il s'était préparé à tous les scénarios. Est-ce que les gardiens de la Révolution sont aujourd'hui décrédibilisés ? Ils sont décrédibilisés depuis assez longtemps aux yeux de la population iranienne qui les considère comme les principaux responsables de cette vague de répression qui a été hallucinante, la plus violente depuis 1979. Cela dit, ils font bloc, il y a un esprit de corps justement, et on n'a pas encore vu de scission manifeste, ni au sein de l'armée, ni au sein des gardiens de la Révolution, comme cela s'était produit en 1979. En 1979, on a compris que les carottes étaient cuites pour le Shah d'Iran quand il y a eu une partie de l'armée qui a commencé à rejoindre le camp des révolutionnaires de l'époque. Il se peut que dans les prochains jours cela arrive, mais ce soir ce n'est pas encore le cas.
Alors pour revenir à l'opération américaine, jeudi, J.D. Vance, le vice-président américain, s'exprimait dans les colonnes du Washington Post. Il semblait catégorique. Regardez ce qu'il dit. L'idée que nous allons nous enliser dans une guerre sans fin au Moyen-Orient pendant des années est tout simplement impossible. Ce scénario est inconcevable. Ronald Datto, comment expliquer ce double discours de l'administration Trump? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'opération militaire coûte énormément cher. La simple présence d'un groupe de porte-avions américains, c'est entre 6 et 8 millions de dollars par jour. Et là, il y en a deux. Il y a deux groupes de porte-avions qui sont là. Donc, vous faites le calcul. Ils ont aussi déployé énormément d'avions, y compris des F-22. J'ai jamais compris pourquoi on avait déployé des F-22, qui sont des intercepteurs en Israël. Le F-22 coûte 80 000 dollars de l'heure, juste pour 1 heure de vol. Donc, pourquoi ils ne veulent pas s'enliser? Parce que ça coûte énormément cher. Donc, le but, et puis d'autant plus que Donald Trump a promis à sa base de ne plus se lancer dans des guerres interminables. Donc, je pense que... Mais là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas... Ah non. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on promet aussi de continuer à frapper l'Iran tant qu'on n'aura pas atteint les objectifs qui sont d'ailleurs assez peu clairs. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire en réalité? Le but, je pense, c'est d'essayer d'affaiblir au maximum la capacité de production de missiles de l'Iran. Le nucléaire, pour l'instant, à mon avis, hein, je n'ai pas de boule de cristal, mais à mon avis, la priorité, c'est d'essayer d'affaiblir au maximum la capacité de frappe conventionnelle de l'Iran en détruisant au maximum les capacités de production de missiles et de drones. La question de ces missiles, elle était au cœur des pourparlers entre Washington et Téhéran qui étaient en cours. Est-ce que ces négociations, c'était une façade? Est-ce que les Américains savaient que l'Iran n'allait pas céder sur son programme nucléaire et sur ses missiles, et c'est pour ça que les États-Unis ont frappé? Il y a quelque chose de curieux quand même, c'est que le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, qui était en train de mener ces négociations, nous avait dit quelques heures à peine avant les frappes que ces négociations avaient bien avancé et que les Iraniens avaient accepté un certain nombre de concessions. Donc cela pose la question de la volonté américano-israélienne de frapper. Et c'était déjà le cas avant la guerre des 12 jours. Il y avait des négociations qui étaient en cours. Donc bien évidemment, l'Iran n'allait pas accepter de céder totalement 0% d'uranium enrichi, stopper totalement leur programme balistique, arrêter leur soutien à tous leurs alliés régionaux. Mais pour assurer la survie de leur régime, ils étaient, je pense, prêts à aller assez loin dans les concessions. Peut-être Trump espère aujourd'hui réouvrir les négociations et faire céder les Iraniens complètement. Mais il faut être prudent car c'est un pays, ce sont des dirigeants qui considèrent que l'honneur national, la fierté ne doit pas les inciter à aller trop loin, car à ce moment-là, c'est leur propre opinion publique, c'est ce qui reste, le peu qui reste de l'opinion qui les soutient, qui les lâcherait. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de céder. Écoutez. Nous nous sommes préparés à ces moments et avons envisagé tous les scénarios possibles. Nous avons également planifié la période qui suivra le martyre de notre cher imam Khamenei. Je le dis très franchement et très clairement à ces deux criminels, Netanyahou et Trump, à leurs acolytes et à leurs agents. Vous avez franchi nos lignes rouges et vous devez en payer le prix. Azadekian, est-ce qu'on va vers un embrasement de la région? En tout cas, les Iraniens, les gardiens de la révolution, entendent impliquer les monarchies arabes du Golfe Persique, puisqu'ils envoient des missiles sur les bases militaires américaines dans ces pays-là. Et parfois, on le voit, c'est aussi des hôtels où la population civile qui est atteinte. Donc, effectivement, alors, à mon sens, ça vise deux choses. Premièrement, pour dire pourquoi vous avez les bases, enfin vous acceptez les bases américaines dans la région, et puis aussi il s'adresse en fait à la population arabe de ces pays-là, dont beaucoup ne seraient pas nécessairement d'accord avec la politique entreprise par leurs dirigeants, par exemple en ce qui concerne les sentiments pro-palestiniens dans ces pays-là de la part de la population, mais ça n'est pas le cas de leurs dirigeants. Donc ça peut être aussi une façon de dire
nous, regardez, nous, on est tout seuls, mais on tient la tête aux Américains et aux Israéliens, alors que vos dirigeants à vous ont accepté d'avoir les bases militaires américaines chez vous. Donc, c'est aussi une provocation, je pense, pour provoquer justement la population de ces monarchies arabes du Golfe Persique. En tout cas, le but, c'est de dire on ne doit pas les seuls à être frappés par Israël et les États-Unis. Les autres aussi doivent subir les conséquences de cette guerre. Et c'est aussi une façon de faire pression sur les dirigeants arabes, peut-être, d'intervenir auprès du président Trump, d'arrêter la guerre et ses frappes. Karim Émile Bitar, est-ce qu'on risque d'entrer dans un chaos régional ? Pour le Liban aussi. Le risque existe. Ce qui a été dit, cet argument est très important. Depuis 1979, l'Iran a pour objectif d'exporter sa révolution dans les pays arabes. Et pour pouvoir l'exporter dans des pays majoritairement sunnites, l'Iran a mis en avant le fait que la plupart des dirigeants de la région étaient devenus trop inféodés aux États-Unis, étaient en quelque sorte soumis au diktat américain. Ce qui avait changé depuis 2 ans, c'est que l'Arabie saoudite commençait à se montrer plus proche des Iraniens. Un deal avait été négocié avec les Chinois pour apaiser les tensions. L'Arabie saoudite n'était pas particulièrement en faveur de cette guerre. Mais après les frappes qu'ont menées les Iraniens pendant ces 2 derniers jours contre tous leurs voisins, l'opinion publique dans ces pays pourrait très vite se retourner contre l'Iran et il pourrait autoriser l'Amérique à utiliser non seulement leur base, mais aussi leur espace aérien, alors qu'ils étaient précédemment réticents. C'est pour cela que le risque de déflagration régionale existe, mais à ce stade, il parlait des lignes rouges qui ne devaient pas être franchies. Le Hezbollah avait dit que c'était l'assassinat de Khamenei qui était une ligne rouge. Et pourtant, est-ce qu'ils peuvent entrer en guerre, le Hezbollah ? Ils ont été très affaiblis. Ils sont extraordinairement affaiblis. Ils sont dans la politique intérieure libanaise, ils sont pris en tenaille. L'opinion publique libanaise le prendrait très mal. Mais ils avaient dit qu'en cas d'assassinat de Khamenei, ils entreraient en guerre. Or, depuis 24 heures, on ne les a pas vus. Ils sont au contraire fait plutôt profil bas. Donc peut-être ont-ils pris conscience du rapport de force et peut-être attendent-ils un feu vert des nouvelles autorités iraniennes pour se lâcher. Si ça devient existentiel pour le régime iranien, ça ne m'étonnerait pas que les milices chiites irakiennes, comme les milices yéménites et le Hezbollah, puissent lâcher quelques salves contre Israël. Ronald Datto, est-ce que l'Iran a les moyens de résister? Quelles sont leurs capacités militaires aujourd'hui? C'est un secret qui est relativement bien gardé. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui reste comme capacité justement de production de missiles et de drones. Juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, on n'a pas parlé une seule fois des Houthis du Yémen. Les Houthis n'ont jamais tiré, ça, ce qui m'étonne... Mais pour revenir aussi à la question, je pense que ce que les Iraniens ont fait, c'est une grave erreur stratégique de frapper des sites civils dans les pays arabes du Golfe. Oui, on a vu des hôtels. Je pense que c'est une grave erreur d'avoir frappé des hôtels, des immeubles d'habitation, et ça pourrait retourner la population locale contre l'Iran. Mais pour revenir à votre question initiale, quelle est la capacité militaire iranienne? Ce qu'on sait, c'est qu'en termes d'aviation, on a vu des images aujourd'hui, c'est ridicule. J'étais dans l'armée canadienne dans les années 80, on avait des F-5 à l'époque. Les Iraniens ont encore des F-5. Je vous parle de 1987. Et donc, ça n'a plus aucune valeur. Ils ont des F-14. Ils ont des drones, ils ont leurs drones Shahed. Oui, des drones, mais à un moment donné, je pense que si les Israéliens et les Américains ont réussi à bien frapper, en particulier Isfahan et d'autres villes qui sont bien connues pour produire des drones, à mon avis, leur capacité justement de nuisance avec les drones sera limitée. Ils ont beaucoup d'hommes, ils ont une armée de terre qui est importante, 600 000 soldats, c'est beaucoup, mais que peuvent-ils faire contre une armada américaine et des avions, 200 avions israéliens? La question se pose et je pense que les Iraniens, malheureusement pour eux, sont dans une situation militaire assez difficile en ce moment. Azadekian, vous êtes d'accord? Jusqu'où peuvent aller les Iraniens?
Écoutez, pour l'instant, effectivement, ils n'ont pas énormément de possibilités. Ils ont visiblement 2500, si ma mémoire est bonne, de missiles voilà, pour attaquer. Ils n'ont pas d'avions. Et donc, bien évidemment que militairement, ils ne peuvent pas faire face à l'armada américaine dans la région et encore moins aussi aux Israéliens. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que quand 3 soldats américains sont tués, Trump commence à avoir des difficultés, tandis que pour les Iraniens, devenir martyr, enfin pour les gardiens de la révolution, devenir martyr, ça va de soi. Et mais s'ils sentent qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils peuvent devenir encore plus dangereux. Absolument, absolument. Ils peuvent devenir même suicidaires. Il ne faut pas oublier tout ça. Ils n'ont pas peur de mourir. Et donc, alors que ça n'est pas le cas des soldats américains dans la région. C'est ça la différence entre les deux. C'est-à-dire que la supériorité militaire américaine, c'est vrai, mais d'un autre côté, Trump ne peut pas se permettre de faire tuer beaucoup de soldats américains. On se souvient pendant la guerre Iran-Irak, d'ailleurs, au début, l'Iran était en fort mauvaise posture et ils ont réussi à trouver énormément de volontaires pour envoyer des vagues de soldats, des jeunes de 14-15 ans avec des vieux fusils de la Seconde Guerre mondiale pour attaquer des positions irakiennes, ce qui avait poussé l'Irak, d'ailleurs, à utiliser des armes chimiques pour contrer ces vagues humaines de soldats iraniens. Donc, si le gouvernement iranien actuel est capable de mobiliser suffisamment de jeunes martyrs, justement, tout est possible. Effectivement, les Occidentaux n'ont pas la capacité de résistance, si vous voulez, ou de résilience qu'un régime avec une idéologie forte peut finalement mobiliser. Karim Émile Bitar, rapidement, est-ce que la guerre peut durer encore longtemps ? Alors, Trump a parlé de plusieurs jours, mais il ne faut pas sous-estimer l'engrenage. Les États-Unis ne souhaiteraient pas une guerre longue. J.D. Vance l'a rappelé. J.D. Vance était de ceux qui, il y a un an, disaient que c'était hors de question d'intervenir à nouveau au Moyen-Orient. Il y a des élections là qui arrivent. Voilà, il ne faut pas sous-estimer les enjeux de politique intérieure aux États-Unis, de fortes opinions défavorables vis-à-vis de Trump. L'affaire Jeffrey Epstein, il y a un scénario que beaucoup évoquent, c'est le scénario Wag the Dog. Vous savez, ce film des hommes d'influence des années 90, où pour faire oublier un scandale sexuel, on déclenche une guerre. Il y a aussi le fait que... Donc il fait diversion, Donald Trump, c'est ça que vous dites ? Ça peut être, ça fait partie éventuellement d'une de des raisons d'aller en guerre. Il y a aussi le fait, comme on l'a dit, que l'Amérique n'est plus prête à accepter des victimes civiles, alors que les Iraniens ont l'habitude. La guerre Iran-Irak avait fait 700 000 morts, ils avaient tenu. Aujourd'hui, aux États-Unis, on avait ouvert une autre page, donc avec sa propre base électorale, il pourrait se retrouver en porte-à-faux. Merci beaucoup, Karim Émile Bitar. Merci à vous également, Ronald Datto. Et merci à vous, Azadekian. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Très belle suite des programmes sur TV5 Monde.